Salut à tous et à toutes, je suis Suleiman et bienvenue sur Focus Talk. Dans cet épisode, on va aborder un sujet beaucoup moins lourd que celui de la dernière fois, dans lequel on discutait de la frontière entre la culture et la science. Vous pouvez retrouver bien sûr cet épisode sur YouTube et Spotify et bientôt sur d'autres plateformes de streaming et de podcast. Aujourd'hui, je vais aborder ce sujet en vous posant une question. Avez-vous vraiment choisi d'écouter ce podcast ? Êtes-vous sûr d'avoir choisi d'ouvrir l'application qui vous permet de l'écouter ? En fait, la question que l'on va explorer ensemble aujourd'hui, c'est celle du libre arbitre. Le libre arbitre est une notion fondamentale puisqu'elle nous rassure en fait sur le fait que nous contrôlons notre action par exemple et que nos choix sont le résultat par exemple de notre volonté et non d'une force supérieure ou d'une combinaison de facteurs prédéfinis. Ce qui m'a vraiment poussé à m'intéresser à cette question, en réalité, c'est une discussion récente avec une amie qui traversait un dilemme. En réalité, elle arrivait en fin de contrat et devait chercher un nouveau travail. Mais étant une personne qui croyait, en tout cas à minima croyait en l'existence de Dieu, en fait elle est musulmane, elle croyait que son destin en fait était déjà écrit par cette force divine en fait qui l'a créé. Que tout ce qui devait arriver arriverait. Peu importe ses efforts. Elle ne ressentait donc pas, en fait, la pression de trouver un emploi, car elle pensait que tout était déjà prédéterminé. Dans notre discussion, la question s'est posée. Est-ce que le libre arbitre, il existe ou pas ? Pour elle, il n'existe pas, évidemment, car selon sa perspective, qu'elle cherche ou non un travail, son destin est déjà tracé. Mais moi, j'ai défendu l'idée contraire, évidemment, en partant du principe que le libre arbitre existe bel et bien, nous sommes responsables de nos actions, et la satisfaction ou les conséquences qui en découlent en sont évidemment la preuve. Pour moi, c'était la démonstration efficace que le libre arbitre existe. Après tout, personne ne nous oblige à choisir la filière de nos études, tout comme personne ne nous a forcé à cliquer ne vous a forcé à cliquer sur ce podcast. En réalité, répondre à cette question n'est pas aussi simple que ça, celle de savoir si le libre arbitre existe ou non. Dans les années 1980, un neuroscientifique américain du nom de Benjamin Libet a mené une expérience justement pour essayer d'y répondre. Il avait demandé à deux individus installés confortablement sur deux fauteuils de lever le doigt quand ils le décidaient. Et en même temps, en fait, il enregistrait l'activité cérébrale de ces deux personnes. En fait, les résultats de cette expérience ont montré que 400 millisecondes avant que les participants ne décident de lever ou pas leurs doigts, en fait, le cerveau présentait déjà une activité électrique qui précédait cette décision. Cela soulevait donc des questions troublantes, à savoir par exemple si notre cerveau décidait avant nous, ou alors est-ce que nous avions même le libre arbitre ? Est-ce qu'il existe vraiment finalement si le cerveau décidait bien avant des actions que nous allions poser. Ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est que en plus de semer le doute en fait sur l'existence du libre arbitre d'un point de vue purement scientifique, c'est que en fait elle conforte du coup l'idée de mon ami par exemple qui finalement arrive au même questionnement sur le libre arbitre en raisonnant purement d'un point de vue religieux par exemple, parce que en fait dans la religion musulmane on décrit le destin comme étant quelque chose qui a quand même été complètement rédigé et déjà scellé en fait, et quelque part sur une feuille. Cependant, en fait, j'admets que le point de vue de mon amie est quelque chose de très subjectif à elle en fait. Même si je discuterai justement cette position qu'elle a un peu plus loin dans ce podcast. Bon, il faut savoir tout de même que, y compris dans la communauté scientifique, en fait, cette question de l'existence du libre arbitre, malgré ses expériences, en fait, n'est pas totalement, en fait, définie. Pas totalement définie dans le sens où, globalement, on a constaté que, du coup, il y a une activité cérébrale avant toute prise de décision, mais cela, en fait, reflète surtout l'idée de la présence d'un inconscient de chacun avant toute action. Ce qui n'est pas totalement nouveau, puisque on sait que dans les actions qu'on pose, en général, eh bien, il y a forcément une part d'inconscient là-dedans. Part d'inconscient, peut-être parce qu'on a appris justement en fait ces actions à force, et du coup, ça devient un réflexe qui devient un automatisme. Et donc, en fait, dans ce contexte-là,
eh bien, cette définition du libre arbitre n'est pas complète. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a fallu des expériences beaucoup plus précises pour aller répondre à la question de l'existence ou non du libre arbitre. Parmi ces expériences, en fait, il y a eu récemment, en tout cas plus récemment que dans les années 80, des expériences justement qui étaient des variantes. Une expérience notamment qui est une variante de celle de Libé, dans laquelle justement on demandait aux gens, aux sujets qui participaient à cette expérience, de lever le doigt. Mais dans ce cas, on leur donnait la possibilité de lever soit le doigt de la main gauche ou bien de la main droite. Et grâce à une IRM, en fait, on arrivait du coup à mesurer cette activité cérébrale qu'on avait vue avec Libé. Ce que les résultats ont pu montrer, c'était que non seulement, on voyait déjà l'activité cérébrale qui était en fait qui existait déjà quelques secondes même avant la prise de décision, mais que en fait, on pouvait en plus de cela, grâce à cette information, savoir quel doigt la personne allait bouger, de quelle main en fait. Et c'est là où les choses deviennent un peu plus compliquées parce que du coup, ça sous-entend que quelqu'un qui peut regarder une IRM en fait, en tout cas pour cette expérience dont les résultats en fait concernaient 60% seulement des gens qui ont participé à l'expérience, que on pouvait prédire justement quel doigt ou alors du coup quelle action vous allez poser avant même que vous ne sachiez que vous allez la poser. La question qu'on doit tous se poser en fait ici, c'est qu'il s'agit là que d'un doigt en fait et qu'on peut prédire lequel va être bougé. Mais imaginez que ça concerne du coup des actions beaucoup plus importantes de la vie. Par exemple, imaginons des cas où on vous présente par exemple différents types de boulot ou bien différentes filières au moment où vous aviez fini votre bac et que vous deviez choisir une filière dans laquelle vous allez étudier et que du coup derrière, grâce à des méthodes qui auront évolué en fait scientifiques, qu'on puisse prédire du coup dans quelle filière vous allez finir, quel serait votre choix, avant même que en fait vous ne sachiez exactement de quoi parle la filière en question. De ce point de vue, je peux même comprendre en fait mon ami qui se dit bon, de toutes les façons, j'ai pas d'effort à fournir pour aller chercher un travail puisque de toutes les façons, tout est déjà écrit, tout est déjà prédéterminé en fait et je finirai là où je suis destiné à aller finir. Tout est déjà lié. Même si du coup les motivations de ce raisonnement en fait est autre que scientifique, hein, bien sûr. Quoi qu'il en soit, plus on avance et plus on a l'impression qu'en fait le libre arbitre n'est qu'une illusion en fait. De toutes les façons, y compris dans la sphère en fait des spécialistes qui traitent la question, que ce soit des scientifiques ou bien des philosophes, eh bien cette question n'est pas totalement tranchée, en tout cas sur la manière d'interpréter les résultats qu'on avait vus précédemment. Certains quand même tentent de défaire cette idée d'illusion, parce qu'ils pensent que notre conscience joue toujours quand même un rôle crucial, peut-être en approuvant ou alors en inhibant ces décisions prises par notre cerveau. Du coup, je vais mentionner des expériences récentes qui tentent de répliquer en fait ou de réfuter en tout cas les résultats de l'IB ou encore des études qui explorent la question sous des angles différents. Par exemple, certains chercheurs suggèrent que même si notre cerveau commence à préparer une action avant que nous soyons conscients, notre conscience peut encore intervenir pour modifier ou annuler cette action avant qu'elle ne soit exécutée. Cela laisse la porte ouverte du coup à l'idée que le libre arbitre pourrait exister dans un cadre plus complexe que nous le pensions. À partir de ces réflexions scientifiques, en fait, on plonge inévitablement dans les eaux profondes de la philosophie avec des notions telles que celle du déterminisme, qui est une notion en fait qui a traversé des siècles et qui postule que chaque événement, y compris nos actions et nos décisions, est déterminé par des causes antérieures. Si l'univers est régi par des lois naturelles inchangeables, alors chaque événement, de la chute d'une feuille jusqu'à la décision qu'on va prendre la plus intime, est le résultat inévitable d'une chaîne de causes et effets. Mais du coup, en fait, comment est-ce que cette vision peut se mélanger en fait avec notre perception du libre arbitre? Il y a ce qu'on appelle le fatalisme, qui, par exemple, va beaucoup plus loin en affirmant que tout est prédéterminé. Que ce soit par les dieux, comme par exemple le pense mon ami, en pensant que Dieu, justement, comme elle est musulmane, a tout déjà écrit, ou alors par le destin qui est cette chose dans laquelle on englobe en fait tout ce qui se passe, ou encore par une autre force inéluctable en fait, du coup qu'on ne peut pas de toutes les façons dépasser ni atteindre.
Dans cette vision, notre sensation de faire des choix serait par exemple une illusion. Ce qui doit arriver va arriver, indépendamment de ce qu'on va faire, des efforts qu'on va fournir, etc. Va dire ça à ceux qui prennent le développement personnel, tout en sachant que beaucoup d'entre vous, quand même, ont reçu une éducation religieuse dans laquelle, justement, eh bien, on prend tout l'inverse, hein, en nous disant que, eh bien, dans la vie, tout est déjà écrit, notre vie, tout comme mon amie, justement, elle le pense, elle, et parce qu'on lui a enseigné ça probablement. Maintenant, à l'opposé du fatalisme, qui lui va rompt complètement avec le libre arbitre, en fait, on a ce qu'on appelle le compatibilisme, qui tente de réconcilier justement le libre arbitre avec le déterminisme, parce qu'il faut bien quand même quelque chose qui permette de faire cohabiter les deux, hein. Et du coup, il y a des philosophes comme par exemple David Hume qui ont soutenu que le libre arbitre n'est pas forcément incompatible avec le déterminisme. Je m'explique. Selon cette vision, du coup, selon leur vision, nous sommes libres de faire nos choix, même si ces choix sont influencés, voire même déterminés par des causes antérieures. L'important est que, du coup, ces choix soient le reflet de nos désirs, de nos intentions, tant qu'ils ne sont pas imposés par des forces extérieures immédiates. Donc, en fait, c'est la distance avec, du coup, la force, du coup, qui influence ces décisions-là qui compte, en fait. Si elle est proche, eh bien, dans ce cas-là, c'est chaud, hein. Personne ne voudrait qu'on le force à faire une action quelconque qu'il ne veut pas faire. Ou même quand il veut la faire, il y a des gens qui, quand même, pètent un câble parce qu'on leur demande de faire quelque chose qu'ils avaient quand même déjà l'intention de faire. Mais quand cette distance elle est suffisamment grande, eh bien, ça va, c'est quand même acceptable, hein. Cela signifie du coup que nous pouvons être à la fois libres et déterminés, tant que notre volonté est en accord avec justement les actions qu'on pose. Bon, j'avoue que le volet philosophique du podcast à ce stade, en fait, peut paraître très abstrait, hein. Mais il a des implications très concrètes, en fait, hein, sur nos vies. Par exemple, comment on peut juger, du coup, la responsabilité des gens, la responsabilité morale de quelqu'un, si ses actions sont déterminées, par exemple, par des forces qu'il ne contrôle pas. Est-ce que nous sommes vraiment responsables de nos choix si, finalement, tout est déterminé à l'avance? Et ces questions sont en fait au centre de nombreux débats éthiques et légaux de toutes les façons, que ce soit dans le domaine juridique, par exemple, de la philosophie et au-delà. Je vais quand même maintenant prendre des exemples plus concrets pour illustrer comment ces concepts de libre arbitre, de déterminisme ou même de compatibilisme se manifestent dans notre monde moderne. Si on prend par exemple l'intelligence artificielle, puisqu'on est en 2024 et tout, avec l'avancée de l'intelligence artificielle, nous sommes de plus en plus confrontés à des machines qui prennent des décisions de manière autonome, hein. Ces systèmes d'intelligence artificielle, est-ce qu'ils sont vraiment libres de faire des choix ou sont-ils simplement des exécutants programmés pour, par exemple, gérer des choses par des algorithmes ou bien des données prédéterminées? Ou même, on peut parler, par exemple, de la prise de décision en entreprise, par exemple. De plus en plus, les dirigeants s'appuient sur des modèles prédictifs pour guider leurs décisions. Et justement, ils se basent sur des modèles basés sur des tonnes de données historiques qui semblent parfois forcer même en fait les choix qui sont faits, et ce qui réduit du coup l'espace de liberté justement des décideurs. Est-ce qu'on va dire du coup qu'un PDG est véritablement libre de choisir une stratégie si ses choix sont en grande partie influencés par une intelligence artificielle guidée par des algorithmes? Enfin, on peut par exemple prendre un cas juridique qui est l'exemple qui me plaît le plus parce qu'il permet de mieux illustrer cette question de libre arbitre en fait, de son existence ou pas, ou de si ça nous arrange ou pas quand même d'accepter que ça existe. Euh, Imaginez que par exemple dans une affaire criminelle, l'accusé prétend que son action par exemple était le résultat de facteurs hors de son contrôle, hein, qu'il s'agisse d'une impulsion irrésistible ou d'une condition médicale, par exemple, et que c'est ça qui l'a poussé à commettre l'acte en question qui a été qui est réprimandé. Si la science ou la loi reconnaît qu'une personne peut être poussée à agir d'une certaine manière par des influences qu'elle ne contrôle pas, où se situe du coup alors la responsabilité individuelle? Ces questions donc complexes et parfois même déconcertantes en fait, hein, montrent à quel point le concept de libre arbitre est non seulement philosophique mais aussi pratique.
Et en fait, c'est tout ça, l'importance, c'est de se dire que finalement, la question du libre arbitre, son existence ou pas, n'a de sens que selon le contexte dans lequel, en fait, on veut appliquer son existence. En réalité, de savoir si le libre arbitre existe ou pas, finalement, quand c'est intellectuellement ou quand c'est d'un point de vue même personnel, parce que il y a des gens qui arrivent tout à fait à vivre avec l'idée que ils n'ont pas du tout de libre arbitre, comme on en a parlé plus haut. Tout comme il y a des gens qui considèrent que vivre avec son libre arbitre, c'est ça qui compte pour eux. Mais pratiquement, on se rend compte que cette existence ou pas du libre arbitre n'a de sens surtout que dans un contexte social, parce que en fait ça nous permet de vivre en société, et que pour le cas juridique évoqué, dans le cas où quelqu'un pose une mauvaise action et que la justice doit le juger, eh bien dans ce cas-là, partir du principe que le libre arbitre existe, eh bien ça facilite beaucoup les choses, parce que quand on vous vole quelque chose ou qu'on vous fait quelque chose, eh bien j'aime à croire que vous accourez pour déposer plainte et que vous espérez que, eh bien, justice soit faite en partant du principe que la personne a décidé de vous faire intentionnellement ces choses-là et, en tout cas, est tenue comptable des actions que cette personne-là pose, en tout cas. Après cette exploration, que pouvons-nous conclure de toutes les façons du libre arbitre? Est-ce que c'est une réalité ou alors c'est une illusion? Ou est-ce que c'est autre chose? Peut-être que la réponse réside entre les deux. En fait, il est tout à fait possible que le libre arbitre existe dans la mesure où nous sommes amenés en fait à construire en fait notre vie, à faire des décisions, à changer en fait notre environnement par les actions qu'on pose. Et que justement ce changement-là s'inscrit en fait sur quelque chose qui est déjà écrit et pas scellé dans ce cas-là, quelle que soit l'origine de ce destin-là, qu'il soit divin ou alors prédéterminé par les lois de la nature. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais ce que je veux dire, c'est que la question du libre arbitre nous pousse quand même à un peu fouiller, à examiner de plus près notre propre vie. Qu'est-ce qui guide vraiment nos décisions? Sommes-nous les maîtres de notre destin ou sommes-nous influencés par des forces qui échappent à notre contrôle? Je pense que pour beaucoup, la réponse est déjà faite, hein? La réflexion sur le libre arbitre peut nous amener à mieux comprendre nos propres motivations, nos peurs ou alors nos espoirs. Euh, dans ce sens-là, en évoquant plus haut en fait la question de mon ami, quand je disais qu'en fait le fait d'accepter complètement cette idée d'absence de libre arbitre sous prétexte que son destin est déjà scellé, en fait je disais ça dans le sens où eh bien, ça la confortait probablement dans ce qu'il attendait. En fait, la recherche de travail étant quelque chose de particulièrement stressant, tu peux avoir ou pas ce boulot-là et ces résultats, en fait, qui peuvent être des échecs souvent, sont quand même plus gérables si on arrivait à se convaincre que euh, c'était pas de notre faute et que tout était déjà prédestiné et que ça devait arriver. Donc, ça nous facilite quelque part l'appréhension de la réalité elle-même. Elle peut aussi, en fait, justement, cette réflexion nous aider à faire la paix avec l'incertitude de la vie, hein, telle que je viens de l'évoquer, en acceptant que même si nous ne contrôlons pas tout, nous avons tout de même un rôle à jouer dans l'écriture justement de notre propre histoire. Et c'est dans ce sens-là que j'espère que mon ami fera le nécessaire. Et je ne pense pas de façon intéressante qu'elle ne le fasse pas, parce que paradoxalement, c'est quelqu'un qui va te dire que quand elle est dans la merde, quand même, elle fait le nécessaire pour en sortir. Hein. Bon, va savoir. Je vous invite donc à poursuivre cette réflexion et à considérer comment ces questions se manifestent dans votre vie. Qu'est-ce qui, selon vous, détermine vos choix? Et dans quelle mesure vous sentez-vous libre de les faire? Ce sont des questions qui, bien que difficiles finalement, peuvent ouvrir de nouvelles perspectives sur la manière dont vous vivez, dont nous vivons tous en fait, et interagissons avec le monde qui nous entoure.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ces réflexions vous ont interpellé, n'hésitez pas à partager vos pensées et à continuer la discussion sur nos réseaux sociaux ou dans les commentaires sur Spotify ou alors sur YouTube et bientôt sur d'autres plateformes comme je l'avais dit au début. Je suis curieux de savoir comment vous percevez cette notion de libre arbitre et comment elle influence votre quotidien. À bientôt pour un nouvel épisode où nous explorerons d'autres questions tout aussi captivantes que le libre arbitre.